Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Un nouveau tour de négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis s'est terminé récemment à Beijing. Comment les deux parties ont réagi aux résultats obtenus lors de ces discussions? Faut-il voir un signe plutôt positif ou au contraire négatif pour l'avenir des tensions entre les deux pays? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan. Bonjour, vous êtes économiste et chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Alors, quel était l'objectif initial prévu de ce tour de négociation selon vous? Cette tour de négociation a été décidé par les deux chefs d'État. Au moment du sommet du G20 en Argentine, ils se sont conclus que finalement les deux pays ont plutôt intérêt à trouver un modus vivendi. Et donc ils ont décidé de conclure par des négociations une espèce d'armistice dans cette guerre commerciale. Finalement, du côté américain, ils ont arrêté leur décision d'élever continuellement le droit de douane contre l'importation chinoise. Et la Chine a fait aussi une espèce de geste en faveur de l'importation américaine en décidant de reprendre un peu l'importation des produits agricoles américains. Mais l'interdiction n'a pas été complètement libéralisée. Mais on a tout de même repris une partie de l'importation attendue. Et donc, sur cette base d'entente, les fonctionnaires des deux pays ont commencé à négocier sur les conditions d'armistice ou de fin de guerre. Alors il faut quand même rappeler qu'il y a une date d'échéance, c'est 90 jours, on a prévu 90 jours. C'est ça, on a prévu 3 mois pour la fin de la négociation. Donc il faut conclure quelque chose à la fin de 90 jours de négociation. Et cette fois, on a vu qu'à l'issue de ces négociations, on trouve une annonce officielle sur le site du ministère chinois du Commerce. Je le cite. Les deux parties ont activement appliqué le consensus auquel sont parvenus les dirigeants des deux pays et ont mené des échanges approfondis et détaillés sur le commerce et les questions structurelles d'intérêt commun. Oui. Un dialogue qui a permis de renforcer la compréhension mutuelle et de poser une base permettant de régler les préoccupations de chacun. Donc là, c'est plus diplomatique parce qu'il y a très peu de détails, mais vu de ce genre de façon de tourner les choses, quelle est la position chinoise sur les résultats de cette discussion? En fait, sur la première tour de négociation, donc les Américains sont arrivés en Chine, et on a négocié ici à Pékin sur la première tour de négociation. Bien sûr, si on divise les conditions posées par les Américains, parce que la guerre a été provoquée par les Américains. Donc les Américains commencent à poser des questions, poser des conditions, des questions, etc. On commence à négocier sur ces questions-là. Il y a des conditions de 3 ordres. Première catégorie de conditions, c'est une espèce de rééquilibrage de la balance commerciale. Une espèce de rééquilibrage, et là-dessus, sur ce genre de conditions, on est parvenu plutôt facilement à un consensus. C'est-à-dire que la Chine a promis d'augmenter l'importation des produits agricoles, de l'énergie, etc., de la part des États-Unis. C'est comme elle l'a fait depuis toujours. Donc cette fois-ci aussi, sur les mesures de rééquilibrage de la balance commerciale, c'est facile. Et dans cette catégorie-là, on est arrivé à un accord. Il n'y a pas de problème. Mais dans la deuxième et la troisième catégorie, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle le déséquilibre structurel
de la balance commerciale, et il n'y a pas vraiment d'accord. Il n'y a pas eu de véritable accord là-dessus, parce qu'on a négocié. On a négocié sur la Chine a promis d'ouvrir davantage son marché, et donc les entreprises américaines pourraient éventuellement entrer en Chine plus facilement et se doter d'un statut à pied égal avec les entreprises chinoises, etc. etc. Tout cela, mais les Américaines ont ajouté à cela des conditions d'observation de ces règlements, et là-dessus... Pouvez-vous nous expliquer plutôt cette question structurelle, parce qu'il est annoncé aussi dans cette annonce finale, les questions structurelles, non seulement ce que vous avez évoqué, les questions sur les commerces, mais aussi sur les questions structurelles. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit exactement ces questions structurelles, c'est très compliqué. Structurel, il y a ce qu'on appelle les entreprises très concurrentielles et compétitives sont qualifiées par les États-Unis comme des entreprises publiques. En fait, il essaie de forcer la Chine à abandonner le soutien du gouvernement aux entreprises publiques. Et là-dessus, bien sûr, il n'y a pas de consensus. Il y a un désaccord là-dessus total sur la nature de ces entreprises, etc. Mais en fait, la Chine est en train de restructurer même ces entreprises publiques. Mais vous pensez que cette demande est justifiée? Non. Les États-Unis ont toujours négocié ce genre de choses avec tous ses partenaires, même avec les Européens, avec la France par exemple. Dans le passé, les États-Unis ont négocié avec la France pour forcer la France à abandonner aussi le soutien à ces entreprises publiques. Et le Japon aussi. Le Japon aussi. Oui. La France a réussi à restructurer ces entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises publiques au sens exact du terme. Il y a beaucoup d'entreprises mixtes. La France a partiellement privatisé les entreprises publiques pour faire impliquer plus de capital privé dans les entreprises publiques. Maintenant, ces entreprises qui sont encore soutenues ou d'une manière ou d'une autre par l'État, mais qui ne sont plus considérées comme des entreprises publiques. Au Japon aussi. Au Japon, il y a des groupes d'entreprises très puissants, soutenus plus ou moins par le pouvoir public, qui s'appellent des Seipasu. Les Seipasu aussi ce sont des groupes d'entreprises très puissants. Et les États-Unis aussi ont forcé le gouvernement japonais à abandonner ce soutien à ce genre de groupe d'entreprises. Mais ils ont essayé à démembrer ces Seipasu, mais ils n'ont pas réussi. Tout de même, jusqu'à aujourd'hui, au Japon, le marché est toujours partagé par quelques Seipasu, quelques grands groupes d'entreprises. Donc, mais c'est toujours la porte de discorde entre les États-Unis et les autres partenaires commerciaux. Mais pourquoi pensez-vous que les États-Unis continuent depuis des années de faire ce genre d'appel? Est-ce que c'est vrai que, par exemple, la perte de compétitivité de ces entreprises publiques veut vraiment réellement contribuer à, par exemple, à corriger les balances commerciales? Non, parce que ça ne pourrait pas vraiment corriger la balance commerciale. Mais c'est pour renforcer la compétitivité des entreprises américaines. Parce que, en fait, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont été industrialisés un peu plus tôt que les autres pays, ou que les autres pays après la Seconde Guerre mondiale, parce que les entreprises américaines ont bénéficié d'une situation un peu particulière pendant la Seconde Guerre mondiale. Si bien qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les entreprises américaines sont prédominantes sur le marché pratiquement partout dans le monde. Et les autres pays, la France, le Japon, l'Allemagne, etc., dans la reprise de l'économie, etc., ces entreprises étrangères-là étaient en défaveur ou défavorisées dans la concurrence internationale face aux entreprises américaines. Donc, ces pays
ont utilisé plus des sources publiques pour soutenir la formation de leurs grandes entreprises. Ils ont réussi. La France, par le statut des entreprises d'État, par des entreprises publiques. Au Japon, c'est la constitution des Taiparatu, etc., etc. C'est un moyen normal pour les pays qui ont en retard sur le marché, sur la position du marché international. C'était cela, mais les Américains, pour reprendre leur prédominance sur le marché, utilisent cette formule pour forcer les autres partenaires commerciaux à abandonner leur politique dite industrielle. Parce qu'à un moment donné, ce genre d'action de soutien à leurs entreprises nationales, au Japon, en Europe, etc., était appelé des politiques industrielles. Ces politiques industrielles ont été d'abord critiquées par les États-Unis, puis pour favoriser la position des entreprises américaines sur le marché international. Donc, il s'agit là d'un désaccord profond entre les États-Unis et la Chine maintenant. On peut arriver à un mode vivendi à la fin, parce que la Chine est en train de restructurer ses entreprises, son secteur public. Donc on va faire un peu comme les Européens ou comme les Japonais, on va essayer de trouver un compromis avec les Américains. On va partiellement privatiser les entreprises publiques pour impliquer plus de participation du capital privé dans les entreprises publiques, pour dire que finalement la Chine, ce sont des entreprises mixtes, ce ne sont plus d'entreprises publiques. Mais il y a d'autres choses dans cette annonce qui est très brève, surtout. Il y a le renforcement de la compréhension mutuelle. C'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de détails sur qu'est-ce qu'on a négocié, mais il y a ce renforcement de confiance, de compréhension mutuelle. Donc pensez-vous que le manque de confiance mutuelle constitue une des raisons à l'origine de ces tensions commerciales? Bien sûr, bien sûr. Je pense que cette peur face à la montée rapide de la Chine en puissance a été à l'origine de cette guerre commerciale. Parce que les gens qui ont pouvoir autour de Donald Trump pense que finalement, si la Chine est devenue puissante rapidement, c'est grâce à son exportation, c'est grâce au commerce international. Donc, par la guerre commerciale, il veut forcer ce qu'on appelle decoupling, donc une espèce de découpage de la Chine, de ses liens étroits avec les États-Unis, avec le marché américain. Cette interdépendance, vous voulez dire? Oui, cette tentative consiste à interrompre le lien économique ou l'interdépendance entre la Chine et les États-Unis. Finalement, personnellement, je pense que c'est un acte suicidaire. C'est un acte suicidaire parce qu'intérieurement, ça va provoquer une crise aux États-Unis. Il y a aussi, côté les États-Unis, il y a aussi une déclaration qui a publiée après ce tour de négociation. Et comment interprétez-vous l'attitude des Américains envers les résultats obtenus lors de ces discussions Les Américains ont montré plutôt une attitude ambiguë. À l'égard de cette tour de négociation. Ils reconnaissent à la fois que la nécessité de continuer à la négociation, ils reconnaissent que finalement il y a des progrès à réaliser déjà dans cette première tour de négociation, mais il faut approfondir la négociation, il y a des problèmes à régler dans les détails. Donc ça veut dire que prochainement, on va essayer de rentrer dans les détails des questions. Parce que, en dépit de l'accord de principe, etc., il y a encore beaucoup de détails dans les négociations. Et ils reconnaissent que finalement, on va continuer la négociation. Prochainement, la Chine va envoyer sa délégation à Washington pour continuer la négociation prochainement.
Ce tour de négociation a été prévu pour 2 jours, mais finalement ça a été prolongé à 3 jours. Oui. Quel genre de signe Non, il y a différentes interprétations à cela. Il y en a qui disent que finalement, même pendant ce tour de négociation, il y a un peu de progrès dans les détails. C'est-à-dire que même sur les questions de détails, on a voulu faire avancer les choses. Donc on est entré un peu dans les détails, etc. Mais ils disent que justement parce que sur la deuxième et la troisième catégorie, comme ils n'ont pas pu avancer plus, ou ils n'ont pas pu avancer un peu plus comme prévenu, donc finalement ils ont dépensé une journée de plus pour essayer de trouver une solution. Mais finalement, si on voit un peu la réaction des marchés boursiers, on voit que ce tour de négociation a été reçu très favorablement parce qu'on a vu une montée des indices un peu partout dans le monde. Comment interprétez-vous ce genre de réaction du marché? Parce que ça donne une lueur d'espérance. Parce que cela prouve que finalement les Américains et les Chinois commencent à négocier et vraisemblablement ils veulent trouver une solution. Ils veulent trouver quelque chose. Ils vont faire des efforts pour essayer de trouver une solution. Et ça, c'est une assurance au marché. Parce que le marché s'attendait au pire. Le marché s'attendait au pire, finalement, parce que si le gouvernement Trump insiste sur ce qu'on appelle des découplages, c'est-à-dire sur l'interruption de ses liens économiques avec la Chine, eh bien, ça va provoquer une crise aux États-Unis. Ça va provoquer une interruption de la chaîne de production aux États-Unis. Donc, le marché est très sensible à ce genre de perspective. C'est pour ça qu'à la fin de l'année dernière, en novembre et en décembre, il y a des chutes successives de la bourse de New York. Les investisseurs avaient peur que ce genre de guerre commerciale aille entraîner une récession, d'une certaine manière, aux États-Unis. Et ce tour de négociation, bien n'ayant pas arrivé à une fin de guerre commerciale, donne tout de même une lueur d'espérance. Et ça joue, c'est comme une espèce de dopage au marché. Donc le marché a monté un peu à cause de ça. Donc c'est-à-dire que même si les deux parties n'ont pas vraiment donné une position très claire, ils sont quand même interprétés comme un signe positif. C'est ça. Alors, quelle est aujourd'hui la position de la Chine face aux demandes américaines? Finalement, la position chinoise est claire. Le gouvernement chinois a exprimé à plusieurs reprises la volonté d'arriver à une fin. Donc on veut vraiment négocier avec le gouvernement Trump pour arrêter cette guerre commerciale. On est prêt à faire des concessions, en fait, franchement, à faire des concessions. Les concessions ont été exprimées à plusieurs reprises par le négociateur en chef, donc le vice-ministre du commerce de MOFCOM, qui avait exprimé à plusieurs reprises que finalement on est prêt à baisser, par exemple, le droit de douane sur l'importation des voitures américaines. On est prêt à reprendre l'importation des céréales, des produits agricoles américains, etc. On est prêt à augmenter l'importation de l'énergie des États-Unis, du gaz naturel et du pétrole, etc. Tout cela, ce sont des concessions que le ministère du Commerce est prêt à faire. Et quelle est la position des États-Unis, par exemple, sur la partie, les questions structurelles, par exemple? En fait, le gouvernement américain est très divisé. En fait, le gouvernement américain est très divisé. Il y a des gens qui sont vraiment très durs. C'est le négociateur, le représentant de négociation, le représentant commercial,
qui est Lighthizer. Lighthizer était quelqu'un de très dur qui veut utiliser la guerre commerciale pour arriver à un découplage avec l'économie chinoise, etc. Donc c'est quelqu'un de très dur. Mais en même temps, vous avez d'autres personnes telles que le ministre de Finances, Kudlow. Kudlow veut arriver à un compromis avec la Chine parce qu'il sait que finalement, une interruption des liens commerciaux avec la Chine entraînerait une crise profonde aux États-Unis. Donc il ne veut pas. Donc il veut... et comme il a été toujours le chef de la délégation américaine pour les négociations précédentes, eh bien, on a trouvé plutôt ça sympathique. On avait dit que finalement, on était prêt à arriver à une conclusion ou à un compromis. Mais finalement, la décision a été remise en cause par Lighthizer et Navarro. Navarro est en quelque sorte le conseiller commercial privé du président Trump, parce qu'il est président d'une commission commerciale, mais c'est un poste créé spécialement par le président Trump. Il n'existait pas ce poste. Il a été créé par le président Trump. Donc, il est une espèce de conseiller commercial spécial du président Trump pour cette guerre commerciale. Mais c'est un dur pur. Déjà, il était professeur en économie dans une petite université en Californie. Mais avant d'être nommé à la Maison-Blanche, il avait écrit plusieurs livres contre la Chine, disant que si l'économie américaine était en déclin, c'était à cause de la Chine. Il attribue tous les problèmes de l'économie américaine à la concurrence de la Chine, à l'exportation chinoise vers les États-Unis. Donc, le gouvernement Trump est très divisé là-dessus. C'est vrai que c'est pourquoi on avait plusieurs fois, par exemple, à l'issue d'un tour de négociation, les gens semblent optimistes. Et puis après, tout d'un coup, on revient comme si rien s'était passé. Mais pensez-vous que cela va continuer comme ça? Je pense que cela va continuer jusqu'à ce que l'économie américaine connaisse à nouveau une véritable crise. Et c'est probable. Ce n'est pas à exclure. C'est probable. Parce que le monde entier est en face à un rétrécissement de monnaie, de la politique monétaire. Et la bulle est tellement grande aux États-Unis, à la bourse de New York, que finalement, tôt ou tard, un rétrécissement de la politique monétaire risque de percer cette bulle. Et puis, de provoquer à nouveau une récession. C'est pourquoi je pense que tout le monde a des yeux rivés sur... C'est un peu pour cette raison que le gouvernement Trump se montre un peu moins dur pour la négociation. C'est aussi la conséquence de la chute successive de la bourse de New York à la fin de l'année dernière. Donc la situation semble très compliquée, donc on ne peut pas tirer une conclusion claire là-dessus. Oui. Mais d'autant plus que le gouvernement Trump n'a jamais été très certain. Sur toutes les questions, il y a toujours... imprévisible. Oui, imprévisible, il est toujours imprévisible. Il revient toujours sur les questions sur lesquelles il avait donné son accord. Il y a un fait, je voudrais demander de votre avis, c'est on voit que le premier jour de ce tour de négociation, on voit l'entreprise américaine Tesla a ouvert officiellement sa giga-usine à Shanghai et le patron de Tesla a même rencontré le Premier ministre chinois. Donc, quel genre de message cela transmet? Est-ce qu'il y a une coïncidence entre l'ouverture de cette usine et en plus, il faut rappeler que cette usine est complètement à capitaux étrangers. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de coïncidence entre... Ce n'est pas une coïncidence parce que c'est un processus qui continue. Si on regarde par exemple les entreprises américaines qui
commencent à investir, qui sont prêts à investir, et c'est-à-dire en Chine, elles sont plus nombreuses que celles qui veulent investir aux États-Unis. Tesla est une entreprise qui a décidé qui commence son investissement à Shanghai, qui va faire la plus grande usine de Tesla dans le monde. Oui, c'est aussi la première. La première, oui, une usine gigantesque dans le monde, parce que jusqu'à maintenant, la production de Tesla est très limitée, parce que en Californie, ils ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée suffisamment nombreux pour élargir leur production. Donc, ils ont décidé de venir s'installer en Chine, d'installer leur plus grande usine dans le monde. D'abord pour satisfaire les besoins du marché chinois, puis pour les besoins du marché international. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le GM, General Motors. General Motors est un autre symbole, parce que, oui, la Chine a décidé de réduire le taux de douane à l'égard de l'importation des automobiles américaines. Donc, je doute que ce genre de mesure puisse favoriser beaucoup l'exportation des voitures américaines vers la Chine. Parce que, vu récemment, le General Motors a décidé de fermer 3 usines aux États-Unis, mais le General Motors a augmenté son investissement en Chine. Parce que finalement, le General Motors produit plus de véhicules en Chine qu'aux États-Unis. Cette entreprise américaine fait plus de profit sur le marché chinois que sur le marché américain. Donc finalement, le patron de GM, de General Motors, a été appelé par le président Trump à témoigner au Congrès américain pour expliquer pourquoi il a fermé des entreprises aux États-Unis et il augmente son investissement en Chine. Parce que finalement, les conditions d'investissement sont considérées comme meilleures en Chine qu'aux États-Unis par ces entreprises américaines. Donc je pense que même la guerre commerciale dans ce domaine-là est contre-productive. Parce que ça ne peut pas empêcher les entreprises américaines de venir en Chine. Et en fait, cette commerciale ne peut qu'accélérer le processus de ces entreprises américaines de quitter le marché américain, finalement. C'est ça. Parce que cette guerre commerciale va créer des inquiétudes, va créer des incertitudes, va élever le coût de production aux États-Unis. Si ces entreprises ne peuvent plus importer des pièces détachées de Chine, ça va alourdir énormément le coût de production de ces entreprises. Donc, si bien que ces entreprises ont décidé de venir en Chine au lieu de rester aux États-Unis. Et en plus, on a constaté que récemment la Chine a publié aussi la liste négative à l'accès du marché chinois, donc c'est aussi un pas important pour attirer les investissements étrangers. Oui, c'est plus clair. Donc, parce qu'autrefois, pour investir en Chine, il faut toujours une série d'approbations par les différentes autorités, par les différentes branches du gouvernement, etc. Tandis que là, avec une liste négative, on est sûr, si son investissement n'est pas sur la liste, il n'y aura plus besoin d'autant d'approbation. Alors, je vous remercie, M. Ding Yifan, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.